Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Vous avez découvert l'été dernier la série Archipel sur les femmes et l'insularité. J'avais envie de prolonger cette série par des portraits de femmes du monde entier. Je suis donc partie à la rencontre de femmes insulaires, au parcours singulier, qui entretiennent un lien particulier avec leur île, plus lointaine cette fois. Les témoignages que vous allez entendre explorent des territoires intimes, tels que l'amour, le rapport au corps, au vivant, la maternité, la création, la liberté, le désir, ou encore la sensualité. À travers la parole de ces femmes se pose une question, qui nous concerne tous. En quoi les lieux nous constituent ? Comment les endroits où l'on a grandi, où l'on a fait notre vie, par hasard ou par nécessité, contribuent à construire notre identité. Découvrez cette semaine le puissant témoignage de Leina Sato, franco-japonaise, apnéiste, activiste, passionnée par la communication avec les cétacés. Avec Leina, nous embarquons sur les îles d'Hawaï et de Yakushima et sur un mystérieux bateau-île. Bonjour Leina. Bonjour Ingrid. Leina, tu es japonaise, apnéiste, passionnée par la communication avec les cétacés, baleines, dauphins ou requins sauvages. Tu as tourné dans le documentaire d'Anne Paris et Yann Kounen intitulé Mer-Océan, une immersion à la rencontre des cétacés pendant tes derniers mois de grossesse dans l'attente de ton premier enfant jusqu'à sa naissance. Après une enfance-adolescence entre Paris et Hawaï, tu es aujourd'hui installée à Yakushima avec tes 2 enfants, où tu es engagée en tant qu'activiste dans la sensibilisation de la cause des dauphins, victimes de la chasse et de l'industrie de captivité. Pour incarner cet engagement, tu as fondé le projet Anima, dont on parlera, et tu proposes également des retraites d'initiation à l'apnée dans les mers du monde à la rencontre des animaux marins. Tu viens de publier un livre avec Anne Paris et Marie-Hélène Sulmoni, Les Voix de l'eau, dans lequel tu partages avec elles vos expériences et rituels respectifs avec l'eau. 3 îles jalonnent ton parcours de femme, de ton enfance à aujourd'hui, Hawaï, Yakushima et un bateau-île que nous allons expliciter ensemble au fil de cet entretien. Mais avant d'approfondir avec toi en quoi ces territoires ont révélé, façonné la femme que tu es aujourd'hui, j'aimerais d'abord te remercier d'avoir accepté de participer à cette série Archipel, à la rencontre de femmes insulaires. Tu te trouves très loin aujourd'hui sur l'île de Yakushima, à l'autre bout du monde, et c'est une grande joie d'élargir ce cercle de femmes insulaires en faisant entendre ta voix. Merci Ingrid. Merci à toi. Pour commencer, Leina, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots où tu as grandi, dans quel milieu et comment tu qualifierais ton enfance ? Quel genre de petite fille tu étais ? Alors, je suis née à Tokyo et on a déménagé très tôt en France, donc à Paris, quand j'avais 1 an et demi. Mes 2 parents étaient dans le milieu de la mode et c'était 2 êtres très différents l'un de l'autre, mais très indépendants. Je crois que c'est ça qui les ont fait se rencontrer, d'avoir ce parcours de vie un peu particulier où ils ont quitté le Japon très tôt. Je pense que ma maman, elle avait 19 ans quand elle est partie et elle a débarqué à Paris enceinte sans parler un mot de français. Donc c'est une femme forte, ma maman. Et donc j'ai très peu de souvenirs de ma première année au Japon. Donc vraiment, j'ai eu une enfance parisienne, dans des écoles parisiennes. Et je dirais que ma langue, entre guillemets, maternelle, c'est le japonais et le français. Et actuellement, c'est un doux mélange japonais, français, anglais. Petite, je me souviens, il y a plusieurs qualificatifs qui me viennent. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance dorée où je ne manquais de rien au niveau matériel et même au niveau émotionnel parce que mes parents m'ont vraiment choyée. Après, ce qui me vient aussi, c'est réservée et timide.
Mhm. Je crois que depuis, enfin, je ne sais pas. Je pense que bon, il y a dû y avoir une période d'insouciance où, enfin, cette insouciance de l'enfance, on est quand même complètement encore connecté au monde et voilà, dans ce rapport direct au monde, et on se pose pas trop de questions sur comment on est perçu par les autres ou comment se comporter pour être aimé par les autres ou Oui, bien sûr. voilà. Mais je crois que ça s'est installé assez tôt chez moi. Donc il y a toujours eu une difficulté à aller vers les autres. Ce qui est voilà, quand je regarde ma fille aujourd'hui, je suis fascinée parce qu'elle est vraiment aux antipodes de qui j'étais petite. Donc je pense qu'il y avait bien sûr cette joie et cette spontanéité inhérente chez tous les enfants, mais il y avait déjà cette espèce de, je sais pas si c'est une chape ou un carcan ou une forme de mal-être en fait. Mhm. Cette espèce de mal de terre Mhm. Ouais, qui commence un peu à s'installer et beaucoup dans le lien. Donc j'avais des amis comme tout le monde, voilà, j'avais une enfance entre guillemets normale, mais je crois qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur pourquoi c'est pas plus simple. Une recherche peut-être d'authenticité que tu trouvais pas forcément. Oui, d'authenticité, peut-être de bienveillance. Oui, Ça peut oui. paraître très bête, mais se dire Non, pourquoi on non, peut mais pas être plus sympa les uns avec les autres. et peut-être une sensibilité particulièrement Oui, développée, peut-être une déjà très sensibilité à jeune. fleur de peau, ouais. Ouais. À 14 ans, tu quittes Paris pour Hawaï avec tes parents, ou avec ta maman peut-être? Non, en fait, donc il y a eu la séparation de mes parents. Oui. Euh, il y a eu aussi cet événement majeur qui a été ma dépression Mhm. quand j'étais à Paris. Et cette dépression a vraiment précipité énormément de choses, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Euh, Aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver à ce moment-là, parce que ça a vraiment été un basculement. Et donc, suite à ça, suite à cette dépression et surtout comment je suis sortie de cette dépression, euh, et où ma perception du monde et de moi-même a changé radicalement, donc Mhm. vers beaucoup plus de joie déjà, et de sortir vraiment de cette position de victime, parce que je crois que les premières, enfin pas les premières années, mais surtout mes années au collège, au lycée, sans m'en rendre compte, je m'étais vraiment enfermée dans cette posture de victime et j'avais vraiment peur, en fait, peur du monde, peur des autres, peur de l'extérieur, sans que j'arrive à me le verbaliser de manière consciente. C'était beaucoup plus quelque chose de sous-jacent et de latent et prêt à exploser. Donc ça a pris la forme de ce mal-être très profond. Il y a une femme qui a beaucoup compté pour toi, je crois, qui s'appelle Ayako, Oui, qui t'a un peu montré le chemin et qui, à oui. peut-être 14 ans, t'a envoyé quelques messages alors qu'ils n'étaient pas forcément très clairs à ton âge. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'elle t'a dit et ce qui a semé quelque chose en toi pour la suite de ta vie, en fait? Oui, bien sûr. Alors, Ayako, à la base, c'est une amie de la famille, donc une amie de mes parents, et donc je la connaissais depuis que j'étais vraiment toute petite, sans vraiment savoir ce qu'elle faisait comme métier. Je connaissais pas du tout sa profession. Je lui ai posé des questions à plusieurs reprises par curiosité. Elle me disait, j'aide les gens à se retrouver. Mhm. Et moi, je comprenais pas, je savais pourquoi ils sont perdus. Mais quoi qu'il en soit, juste par son énergie, en fait, parce qu'elle dégageait. C'est une femme aussi qui est extrêmement belle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui irradie cette forme de jeunesse. J'ai des amis qui l'appelaient la fée, parce qu'on la voyait parce qu'on a l'impression que c'était une fée. Et, euh, et je savais que ma maman entretenait une relation. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui compte énormément pour ma mère. Et Mhm. je savais qu'elle lui demandait conseil et que voilà, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Et donc le jour où ma maman, donc elle était seule, hein, mon papa n'était pas là, il était à New York pour le travail.
et donc elle était seule avec moi en dépression et qu'elle voyait que je sortais pas de ma chambre, que j'allais plus à l'école, alors que je voulais tout le temps être la première de la classe, et qu'elle s'est dit mais là j'ai un zombie à la maison, je vais pas y arriver toute seule. Enfin, il faut faire quelque chose. Donc elle s'est tournée vers nos amis à Paris qui lui ont conseillé immédiatement de m'emmener voir un psy, ce qui en soi voilà est normal. Donc elle est allée voir ce monsieur réputé. Et elle l'a trouvé tellement déprimant qu'elle s'est dit je vais pas l'amener, je vais pas amener Leïna là-bas, ça va la déprimer encore plus. Et donc tout à coup elle a eu cette illumination, se dire mais pourquoi pas Yako. Et donc je me souviens qu'elle est venue me voir dans ma chambre et elle me dit mais tu sais elle pourrait Ayako, elle prend une année sabbatique, elle pourrait venir pendant un an. Non, pas pendant un an, un mois, habiter chez nous et peut-être qu'elle peut t'aider. Est-ce que tu serais d'accord? Et moi, voilà, il y a juste quelque chose en moi qui a dit oui. Parce que même si j'étais en train de me laisser mourir, en fait. Mais je crois qu'il y a une lueur, un sursaut de vie plutôt. Et donc, elle est venue. Déjà, ce qui était très fort, parce que je pense qu'on va y revenir plus tard dans notre entretien, toi et moi, c'était le regard. Cette forme du regard qui libère, parce que jusqu'à présent, tous les regards qui se posaient sur moi, c'est des regards inquiets, c'est des regards concernés, se dire mais la pauvre Leïna, elle est malade, et c'était par gentillesse et vraiment par amour, mais quelque part en fait c'est un regard qui est enfermé dans la maladie. Oui. Et qui est étiqueté tout de suite, alors qu'elle est arrivée, elle a pas vu ça du tout. C'était vraiment je voyais qu'elle s'adressait à une autre part de moi, qui m'était inconnue, enfin peut-être pas inconnue, mais que j'avais oubliée depuis un certain temps. Et elle définissait ça comme la conscience, enfin l'être. Et je crois que l'une des premières choses qu'elle m'a dites, enfin peut-être au bout d'une semaine, elle me dit mais tu sais, tu n'es pas tes émotions, Leïna. Parce que je disais, je ressens tellement de colère, de tristesse. Parfois, j'ai envie de prendre la télé et de la balancer contre le mur tellement il y a quelque chose en moi que j'arrive pas à extérioriser. Et elle me dit, mais tu sais, t'es rien de tout ça. Elle dit ça en rigolant, pas en se moquant de moi, mais vraiment en rigolant. Et je dis, mais dans ce cas, mais qu'est-ce que je suis si je ne suis pas mes émotions? Et elle me dit, mais Leïna, tu as une conscience infinie. Et je la regarde, je dis, pardon. Mais de nouveau, voilà, c'est pas dans ce qu'elle dit, mais plutôt dans l'énergie avec laquelle elle dit ça, et cette forme de résonance subtile, vibratoire, qui je pense va aller toucher cette part de moi qui sait en fait, qui est connectée à ça, où il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement. Et je me suis dit, ok, je comprends peut-être pas tout ce qu'elle me raconte, mais j'ai envie d'aller vers ça. Et donc elle a fait un travail admirable d'accompagnement. Et au bout d'une semaine, je suis retournée à l'école alors que ça faisait 3 mois que chaque fois, enfin, juste l'idée de retourner en cours, ça m'était dans un état de panique pas possible. Mais au bout d'une semaine, j'y suis retournée. Et au bout d'un mois, je me disais, mais je crois que je me suis jamais sentie aussi vivante depuis des années. C'est comme si j'avais été enfermée dans une chambre noire pendant quelques temps, sans m'en rendre compte, et que tout à coup, quelqu'un arrivait et ouvrait les volets, et qu'il y avait toute la lumière du monde qui s'engouffrait dans la chambre. C'était vraiment de cet ordre-là. Elle a eu aussi cette autre phrase. Alors, elle t'a dit, Leïna, tu as une conscience infinie, mais elle t'a aussi dit, oui. Suis ce qui te met en joie. Qu'est-ce qu'elle a déclenché chez toi, cette phrase? De me dire qu'on pouvait faire confiance à ses rêves. Ouais. Ce qui est un peu le contraire de ce qu'on nous servait à l'école. Enfin, il ne sait pas de pas croire en nos rêves, mais que 14 ans, c'est déjà l'âge où on commence à se projeter dans l'avenir, dans les métiers possibles enfin pas qui s'ouvrent à nous, mais qui auxquels on peut accéder. Et tout à coup, c'est comme si elle ouvrait vraiment l'espace des possibles, de dire mais en fait ce qui te fait vibrer, cette joie profonde, qui est pas cette joie frivole, superficielle, mais cette vibration très particulière qui va venir faire danser nos cellules en fait, et de dire voilà, c'est qui je suis, et c'est ce qui me nourrit, et de me dire tu utilises ça comme boussole.
Et quelque part, c'était tellement révolutionnaire, mais tellement rassurant, parce que tout de suite, ça a créé une forme de relâchement. Il y avait comme un soupir de « Ah, ok, la vie, c'est pas… une lutte permanente. » Voilà, c'est pas une lutte permanente, c'est pas 7% en avant, et voilà. Est-ce que tu te souviens, Léina, de ta première venue sur l'île d'Hawaï? Est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es arrivée là-bas? Ou du moins, qu'est-ce que ce territoire voilà, fait vibrer en toi, et ce qui t'inspire? Oui. En fait, la première fois, j'avais 5 ans, il me semble. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu une perception de l'île très différente avant et après ma dépression. Avant, bah voilà, c'était Hawaï, je trouvais ça beau, mais ça allait pas plus loin que ça. C'était un lieu de vacances, Léina? C'était un lieu de vacances. C'était D'accord. un lieu de vacances et c'était aussi un lieu de travail pour mes parents qui allaient parfois en shooting. Et aussi les endroits où on logeait, c'était des hôtels en bord de mer. Donc, D'accord. c'est quand même… comment dire, un milieu peut-être un petit peu aseptisé ou… Exactement, qui reflète pas du tout le caractère de l'île, on va dire. Et donc quand j'y suis arrivée, je crois que ce qui m'a énormément touchée, c'est ce sentiment de vastitude. Voilà, le ciel et la terre pourtant c'est une île, hein, mais que le fait que le regard ne soit pas coupé par toutes ces lignes verticales comme en ville, mais que tout à coup on arrivait à embrasser la ligne d'horizon, que le ciel semblait à la fois tellement infini mais aussi tellement proche. J'avais l'impression que les nuages allaient nous frôler la tête parfois, et pareil pour le ciel étoilé. Et puis de sentir aussi la terre, de sentir que la terre est vivante et que chaque lieu en fait a une vibration, une personnalité très différente, de par son histoire, de par, je pense, la relation qu'elle a pu avoir avec les différentes populations qui l'ont habité, la végétation, les animaux, mais aussi juste la vibration de la terre en elle-même. Et ça, c'est des choses auxquelles j'étais pas du tout sensible avant. Mais là, tout à coup, c'est comme si… je me suis pas pris ça d'un coup. En fait, c'est venu vraiment progressivement aussi avec cette intensification de ma relation à la mer, qui a quand même énormément contribué à mon ouverture. Voilà, des perceptions beaucoup plus subtiles. Puis après, petit à petit, Hawaï, c'était vraiment la maison. Moi, je pourrais pas l'expliquer, mais quand je descends de l'avion et que je pose les pieds sur le macadam de l'aéroport et que je sens, il y a quelque chose dans l'air, c'est pas juste les odeurs, mais cette forme de… une forme de douceur, en fait, une évidence. Ouais, l'évidence du lieu. Je suis rentrée à la maison. Ouais, exactement. Dans Les Voix de l'eau, tu écris: il y a certaines choses que ma mère n'a pas su me transmettre, la sensualité, la relation au corps, le rapport au féminin et au masculin, ou peut-être est-ce moi qui n'ai pas su me dévoiler et m'affranchir de son regard, de ses attentes. Quoi qu'il en soit, j'ai dû aller chercher mes réponses ailleurs. L'océan s'est révélé comme une seconde mère, une matrice. Face à un baleineau, j'ai rendu mes armures et mes protections. J'étais de nouveau une enfant, le monde redevenait un terrain de jeu. Parmi les dauphins, ces êtres dansants, sensuels et joueurs, j'ai retrouvé mon corps et me suis découvert femme. Alors on comprend que ce territoire insulaire et notamment l'univers marin qui l'entoure a joué un rôle prépondérant dans ton rapport au corps à 2 niveaux. Le premier au contact de ce baleineau où en accueillant ta vulnérabilité, tu as pu renouer avec ton âme d'enfant. Et le deuxième au contact des dauphins où tu as retrouvé ton corps et tu t'es découverte femme. Est-ce que tu pourrais raconter, Léina, ces 2 expériences et comment elles ont libéré quelque chose dans ton rapport à ton corps? Merci. Bien sûr, alors pour le baleineau, donc j'avais 16 ans. Donc j'ai eu cette chance immense que ma maman souhaite m'offrir un voyage toute seule, organisé par des amis voilà, qu'on connaissait bien. Et à l'époque, il y avait très peu de personnes qui allaient nager avec les baleines, donc il y avait quand même un caractère assez exceptionnel. Et donc
je crois qu'on était 6 ou 7, en tout cas il y avait 6 adultes et moi. Et nous avons logé sur une toute petite île, mais vraiment minuscule. On faisait le tour de l'île en 4 minutes, enfin peut-être un peu plus, mais c'était vraiment tout petit. C'était à quel endroit? Dans les îles Tonga. Ok. Et donc on y a logé pendant une dizaine de jours, et tous les jours on faisait ces sorties en mer pour aller trouver les baleines. Et on a eu cette chance incroyable de croiser en fait la même mère et son baleineau presque tous les jours. Et donc non seulement la maman avait une personnalité très cool. En fait, elle était elle était en confiance, on sentait, par rapport à la présence humaine, parce que bon, chaque baleine n'est pas comme ça, hein. Ils ont des personnalités assez différentes et d'autres beaucoup plus timides et farouches que d'autres. Et donc, du coup, elle donnait beaucoup plus de latitude et de liberté à son baleineau pour venir nous découvrir, parce que les baleineaux sont généralement tous très curieux, comme tous les enfants. Et donc, du coup, il y a eu cette première rencontre où il y avait la mère qui se reposait à une dizaine de mètres sous la surface. Et en dessous de sa nageoire pectorale, on voyait ce petit museau dépasser. Donc, c'était le baleineau. Et donc, ce premier contact s'est fait où tout à coup, le baleineau, il a décidé de nous foncer dessus. Donc, on n'a pas très bien compris. Donc, au début, il commence à émerger en dessous de la pectorale. Et puis, tout à coup, voilà, il s'est révélé, entre guillemets, au grand jour. Puis après, il a commencé à nager très, très vite vers la surface. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effectué un saut majestueux vraiment à 5 mètres de nous. Mais c'était pas du tout... c'était un moment hors du temps. En fait, tout s'est passé très vite, mais quand il a crevé la surface, moi, j'avais l'impression que c'était l'éternité qui se déroulait devant mes yeux. Incroyable. Et il y avait une telle expression de... Voilà, bon, ça, c'est peut-être juste ma projection, mais de joie et cette espèce d'abandon au monde dans ce qu'exprimait son corps, sa posture et même, je dirais même l'expression de son visage. Et après, il est venu nous saluer, elle, parce que c'était une petite fille, mais elle est venue nous saluer tour à tour. Et il y a eu ce contact vraiment très, très proche avec le regard, en fait, le regard écarquillé du baleineau qui nous sondait avec son regard. Et là, je saurais même pas, en fait, poser des mots dessus, mais déjà, voilà, cette forme d'évidence, mais de me sentir, en fait, complètement à ma place. Et de me sentir complètement acceptée et vue, et aussi une ouverture du cœur. Enfin, j'avais l'impression que mon cœur explosait, en fait, et en tant qu'adolescente, ça m'a beaucoup interpellée. D'autant que ça venait répondre à ce besoin de lien authentique, de faire un peu tomber le masque et cette forme de qualité de présence, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment de cet ordre-là. Aussi, ce qui est exceptionnel, c'était comment ce lien de confiance, en fait, pouvait se créer immédiatement. Non seulement de moi vers elle, mais de elle vers moi, où en fait on était comme deux enfants qui se rencontraient et on commençait à jouer ensemble au-delà de la barrière de l'espèce. Et je me souviens de danses, en fait. Quelque part, c'était des danses magnifiques qu'on a partagées, enfin qui duraient pas très longtemps, mais par exemple, je réalisais que si je lui montrais mon ventre, elle faisait pareil. Il y a une photo où en fait je déroule mon bras vers elle, et en fait elle fait pareil, elle déroule sa nageoire pectorale, et en fait il y a ma main et sa nageoire, oui, vraiment par mimétisme, et que elle y trouvait beaucoup de plaisir. C'était comme si voilà, pendant des années j'avais considéré le monde comme pas comme un champ de bataille, mais un terrain de lutte, quoi. Il fallait lutter, survivre. Et là, tout à coup, ça redevenait un terrain de jeu.
Et au contact des dauphins, quand tu dis qu'au contact des dauphins, tu as retrouvé ton corps et tu t'es découverte femme, qu'est-ce qu'il y a eu de différent avec ton expérience avec ce baleineau qui te ramène plutôt à la féminité et peut-être à la sensualité? Alors de nouveau, adolescente, j'étais extrêmement coupée de mon corps. Je vivais vraiment principalement dans ma tête. Et je me souviens de soirées qu'on faisait entre amis et me disait mais Leïna danse, et j'avais tellement envie mais j'y arrivais pas parce que je me sentais tellement maladroite et je voyais pas comment habiter mon corps. Et pourtant ça avait l'air simple. La danse, c'est très intéressant. Pour ça, il y a ceux qui n'ont aucun problème à danser Exactement. sans se poser de questions, et puis il y a ceux qui se regardent danser et c'est très compliqué. Voilà, exactement. Et moi, j'étais vraiment dans cette seconde case. Donc, avant les dauphins, il y a eu l'eau et l'apnée, et donc vraiment ce contact extrêmement sensuel, enveloppant et soutenant de l'eau. Tout à coup, le corps, il est en apesanteur, il se sent libre. Et je crois qu'il y a aussi l'eau à l'intérieur de notre corps qui commence à entrer en résonance avec l'eau qui nous entoure, et ce dialogue, et de nouveau se sentir quelque chose de... Voilà, cette porosité que tu mentionnais tout à l'heure, où on s'autorise presque à se fondre dans l'eau. Et donc, on rajoute les dauphins dans cet univers-là, au tableau. Et déjà, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de... comment on dit ça en français? Pas déculpabilisation, mais je crois qu'il y avait beaucoup de culpabilité et presque de la honte autour de la sexualité, parce que je sentais que, justement, entre, par exemple, ma maman et moi, c'était quelque chose de tabou. Parce que autant ma maman, elle m'a énormément apporté au niveau de mon cheminement spirituel, et encore aujourd'hui, parce que c'est elle quand même qui m'a connectée à Yako, et ma mère, elle a souvent des inspirations de dingue, et qui sont magnifiques, mais pour elle, la sensualité et la sexualité n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est vraiment deux choses distinctes, et quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas spirituel. Elle ne l'a jamais exprimé de manière aussi directe, mais enfin, je lis assez bien entre les lignes. Et pour moi, c'était compliqué parce que, voilà, à 16, 17, 18 ans, je suis toujours sur ce parcours spirituel qui a été entamé grâce à cette rencontre avec Ayako. Mais en même temps, voilà, je suis une jeune femme qui commence à, voilà. À découvrir son corps. À découvrir son corps. Et bon, c'est quand même l'un des intérêts qui commence à s'éveiller à cet âge-là. En même temps, c'est pas toujours simple pour un parent, au-delà de ce que ta mère a pu te transmettre au niveau spirituel. Je pense que même, voilà, dans des familles où il n'y a pas cette transmission de la spiritualité, la sexualité, c'est encore un autre sujet, et qui est, voilà, selon les familles, plus ou moins abordé. Donc, voilà, on sait que c'est pas un sujet évident avec ses enfants. Non, c'est pas un sujet évident, carrément. Donc voilà, comme je le dis dans le livre, cette homonymie mère-mère m'a toujours interpellée, où dans la mer, je sentais que je pouvais explorer en fait des espaces que finalement je n'osais pas partager avec ma maman, parce que j'avais peur de ce qu'elle penserait. Et puis donc après les dauphins. Les dauphins font l'amour presque tout le temps. C'est l'une des seules espèces, enfin, à part les êtres humains et les bonobos, je crois, qui font l'amour. C'est pas juste un acte de reproduction, c'est vraiment pour le plaisir et pour la joie de l'acte. Et ils sont tellement beaux quand ils sont engagés dans ça. Il y a quelque chose d'extrêmement fluide, de spontané, et bien sûr, ils sont pas du tout dans l'ego comme nous, ils se posent pas de questions. Et donc, vraiment cette forme de fraîcheur, de simplicité. On sent que, voilà, il y a rien de tabou, il y a rien entre guillemets de sale, et ils sont très généreux dans le partage de cette énergie, dans le sens où, souvent, j'étais entourée de quelques dauphins qui faisaient l'amour juste à côté de moi.
Et c'était pas une forme d'exhibitionnisme du tout, mais c'était comme s'ils arrivaient et me disaient, mais voilà, tiens, enfin, c'est comme s'ils m'invitaient dans le partage de cette énergie qu'ils se communiquaient entre eux. Et donc déjà, c'est bouleversant de beauté. Et deux, je me disais, mais en fait, comment ça pourrait être un acte, comment dire, il n'y a aucune honte à ça, en fait. C'est magnifique. Oui. Et donc voilà, de cette manière-là, ils m'ont accompagnée dans cet éveil. Ouais. Oui, c'est très très beau. Merci Leïna pour ce partage. Sur la question de la vulnérabilité, tu écris « Oser la vulnérabilité, c'est entrevoir la possibilité d'un autre dialogue ». Est-ce que tu as grandi avec l'injonction d'être forte et combative? Alors, bonne élève, peut-être, ça, tu l'as mentionné tout à l'heure. Et est-ce que tu penses que l'on vit dans une société qui valorise ou au moins autorise la vulnérabilité? Je ne sais pas si je saurais répondre à ta question parce que j'ai l'impression ici à Yakushima de vivre dans la vulnérabilité. Non, pas dans la vulnérabilité, mais dans un contexte qui est quand même, voilà, c'est pas du tout pareil que Paris, par exemple. Oui. Et ça fait des années que je suis entourée de nature, donc j'ai pas vraiment moyen de juger en fait de ce qui se passe en dehors de cet écrin. Mais étant petite, non, j'ai jamais eu cette injonction de la part, par exemple, de mes parents d'être forte, d'être combative, même d'être bonne en classe. En fait, eux, ils s'en foutaient complètement, clairement. Ils disaient, nous, on veut juste que tu sois heureuse. Oui, non, c'était vraiment moi qui mettais la pression. Mais après, j'ai eu beaucoup de commentaires petites en me disant, mais pourquoi tu es si faible? Pourquoi tu t'affirmes pas davantage? Pourquoi tu dis toujours oui? Pourquoi t'exprimes pas tes opinions? Et donc, je crois qu'il y a une forme c'est pas un traumatisme, mais je l'ai tellement entendu et je savais pas comment sortir de ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose, bien sûr, à l'intérieur de moi qui, comme une espèce de cocotte minute, quoi. C'est un moment, ça va exploser, mais on sait pas quand. Et mais je me dis peut-être que c'est aussi un héritage de mes ancêtres, en fait, de cette culture japonaise, même si je n'ai pas vécu là-bas. Je me dis c'est quand même extraordinaire ce que le transgénérationnel révèle. Et donc voilà. Donc jusqu'à ce que je rencontre les dauphins, les baleines, j'avais toujours le sentiment que cette sensibilité que j'avais était vraiment une forme de faiblesse, qu'elle était inadaptée à la vie en société. Ouais. Et donc tu dis voilà que cette vulnérabilité, c'était entrevoir la possibilité d'un autre dialogue. Alors quel est ce dialogue auquel t'as permis d'accéder, l'acceptation de ta vulnérabilité? Alors on voit bien avec tes expériences, aussi bien avec le baleineau qu'avec les dauphins, que il y a il y a un premier jalon d'un dialogue avec le vivant. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va plus loin encore? Oui, je pense que ça va plus loin dans le sens où un jour j'ai vraiment souhaité essayer de transposer ça, de cultiver ça sur Terre dans mes relations humaines. Parce que pendant quelques années, quand j'habitais à Hawaï, c'était vraiment deux mondes séparés, parallèles pour moi, ce qui se passait dans l'eau et ce qui se passait sur Terre. Et puis tout à coup, la frontière a commencé à se dissoudre, enfin ça a commencé à déborder. Et j'ai vraiment commencé à me poser des questions, de me dire, mais en fait, pourquoi je me sens si vivante dans l'eau, mais que je m'autorise pas ça sur Terre, par exemple? Ou qu'est-ce qui fait que je peux me perdre dans le regard d'un dauphin pendant de très longues minutes, et ça me paraît complètement naturel, mais que j'ai tellement de mal à le faire encore avec des membres de ma propre espèce, et de comprendre finalement que c'est moi qui ne m'autorisais pas ça et qui créait cette division intérieure. Et donc j'ai voulu faire ce travail conscient, au début un peu effrayant, de me dire mais je peux m'autoriser cette forme d'ouverture, de vulnérabilité et d'authenticité,
avec les autres, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, c'est le monde auquel j'aspire. Donc, il faut bien commencer quelque part. Donc, oui, donc on sent qu'il y a, voilà, ça t'a ouvert à une connexion au vivant, mais à toi-même aussi pour t'interroger sur pourquoi ce lien n'était pas aussi simple sur Terre et peut-être le développer. En tout cas, c'est... Oui, complètement. Ouais. Tu as une fille de 9 ans, un fils de 4 ans. Sur cette idée de la transmission de la sensualité et de la relation au corps dont tu dis avoir manqué enfant, ou en tout cas ne pas avoir eu les outils pour les déployer toi-même, est-ce qu'avec tes enfants aujourd'hui, tu t'attaches à leur transmettre quelque chose, ou est-ce que presque tu n'as pas besoin de ça? Parce que j'ai cru comprendre que Naya avait une forme d'énergie, de côté un petit peu solaire inné. Mais si toutefois tu t'attaches à leur transmettre quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et ça passerait par quoi, par exemple? Je crois que la première chose, que ce soit moi ou Jean-Marie, donc qui est le papa de Naya, ça a été le lien au vivant, à la nature, à l'eau, aux océans. C'est vraiment quelque chose qui était important pour nous. Et donc c'est pareil avec mon fils, mais c'est des choses toutes bêtes, mais juste avoir vraiment la compassion et la bienveillance pour le vivant. Donc par exemple avec mon fils, c'est voilà, un petit garçon de 2 ans, 3 ans, il voit un insecte, on ne sait pas pourquoi, mais l'impulsion, c'est d'aller l'écraser et d'essayer vraiment de lui dire que chaque vie est précieuse. Voilà, des choses extrêmement simples, mais qui, pour moi, comptent beaucoup. Cette bienveillance vis-à-vis d'autrui. Et ma fille, oui, effectivement, elle a eu aucun problème dans sa relation avec les autres et avec le monde. Elle était toujours extrêmement ouverte, extrêmement sociable. Elle est encore dans la préadolescence, donc toutes ces questions autour du corps. Bon, elle m'a interrogée sur mes cycles, sur mes règles, pourquoi. Oui, mais quand je réponds, c'est très voilà. Joli. Je me permets parce que j'avais noté la phrase. Je voulais justement, voilà, tu en parles spontanément, donc c'est encore plus facile. Mais voilà, quand elle te demande, elle a 8 ans, elle te dit, maman, pourquoi tu saignes entre les jambes, et est-ce que ça lui arrivera aussi? Et toi, tu lui parles du corps des femmes, de leur marée intérieure, du va-et-vient de nos os et de leur attraction pour la lune. Et donc, en fait, voilà, tu t'as un petit peu anticipé ma question, mais est-ce que ça passe aussi par ça, la transmission de la relation au corps, d'essayer d'expliquer avec des mots, peut-être même parfois imagés, à sa fille ce qui s'opère dans le corps des femmes? Oui, je pense que oui. Enfin, moi, j'adore la poésie, mais avec Naya, elle a encore cette forme d'innocence que je trouve très touchante. Donc, elle m'a posé la question, je lui ai répondu. Elle a compris, mais ça l'a pas intéressée plus que ça. On sent qu'elle n'est pas encore dans cet âge où elle commence à s'intéresser aux garçons. Elle me dit, mais pourquoi il y a quelques années, j'étais pas intéressée par les garçons et là, tout à coup, ça m'occupe tellement. Elle dit, mais pourquoi mes copines, elles pensent pas à ça? Je dis, bah écoute, on est toutes différentes, mais par rapport au corps et à la sexualité, il y a même pas quelques mois, elle m'a demandé, mais est-ce que papa et toi, vous faisiez des bisous sur la bouche? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas habité ensemble. Je dis, mais bien sûr, Naya, tu te souviens pas? Elle me dit, ah, c'est vrai. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais ce que je me dis, par exemple, avec l'arrivée de ces premières lunes, bah, j'ai une amie, par exemple, Camille Sfez, qui a initié le mouvement des Tentes Rouges en France, enfin l'une des premières. Et je sais qu'elle organise, j'ai oublié le nom, mais qu'elle organise aussi parfois des tentes pour voilà les jeunes filles quand elles ont leur lune pour la première fois. Et je trouve ça super. Elle organise des cercles de femmes, hein, peut-être pour les personnes qui connaissent pas tellement oui, elle le travail organise des cercles de femmes. Exactement. Et donc ces cercles où on célèbre en fait ce passage, c'est presque un rituel. Et c'est quelque chose à célébrer, alors que bon, bah, voilà, ma maman est de nouveau, c'est normal, mais voilà, j'ai mes règles et voilà, c'était juste ok, voilà ce qu'il faut faire en pratique pour que tu n'aies pas de sang dans ta culotte. Donc voilà, j'aimerais prendre soin de cette dimension-là et de pouvoir l'accompagner là-dedans. Et après, on va voir, parce que ça va aussi
dépendre d'elle, mais d'être disponible pour elle quand elle a des questions. Bien sûr. Voilà, d'être beaucoup plus ouverte à ce sujet. Dans le documentaire Mère Océan, on te suit dans les derniers mois de ta grossesse et donc ce moment où tu portes Naya dans ton ventre. Est-ce que ta fille justement, elle porte empreinte de ces mois in utero au contact des profondeurs et des animaux marins? Est-ce qu'elle a une facilité? Je crois que oui, hein, elle a une facilité avec l'univers aquatique. Oui, complètement. Donc elle me dit pas oui, j'ai un souvenir de quand j'étais dans ton ventre où je me sens super connectée aux dauphins et aux baleines. Il n'y a pas du tout de ça. Je rencontre des enfants qui sont vraiment beaucoup plus dans ce lien très fort qu'ils verbalisent, mais Naya, elle, c'est plus vraiment dans son lien à l'eau, cette forme d'aquacité qu'elle a, et depuis toute petite, en fait, elle plonge extrêmement bien. D'ailleurs, il y a 2 jours, on regardait avec Manoa une vidéo de Naya quand elle avait 4 ans, donc quand elle a appris à nager pour la première fois en autonomie en pleine mer, et on la voit déjà plonger à 5 mètres sur mon dos. Enfin, c'est bluffant. Impressionnant. Et je regarde Manoa, je dis mais en fait, tu as le même âge que ta sœur. Et donc Naya disait mais avant je faisais ça quand j'avais l'âge de Manoa. Je disais oui, c'est quand même assez génial. Ouais. Et après, ça a peut-être aucun rapport, mais enfin peut-être que si, parce que dans ce livre, Le 5e rêve de Patrice Van Hersel, pour ceux qui le connaissent pas, je vous le recommande vivement. C'est une enquête philosophique et journalistique sur la relation entre les êtres humains et les dauphins. Et je mettrai les références dans les notes de l'épisode. C'est passionnant, c'est très bien documenté. Mais bref, il va interviewer cet homme qui s'appelle Igor Tcharkovsky, qui est un médecin chaman un peu particulier, très visionnaire, mais extrêmement controversé, qui parlait de ces enfants de l'eau, donc ces enfants dont les mères avaient passé beaucoup de temps dans l'eau pendant la grossesse, ces enfants qui étaient nés dans l'eau. Enfin bref, et il disait, ce qu'on remarque, c'est que ils sont enclins à une forme de sociabilité qui semble beaucoup plus spontanée et poussée que les autres enfants. Ah. Et pour moi, par exemple, les dauphins, ce qu'ils m'ont appris, c'est le talent du lien, en fait, de comment entrer en lien avec l'autre. Et ça, je vois que Naya, c'est l'un de ses plus grands talents, c'est d'entrer en lien avec l'autre, quel que soit son âge. Sur les îles, la douceur du climat permet de vivre un peu moins vêtu qu'ailleurs. Alors, je connais pas très bien les climats des îles où tu habitais, mais j'imagine que c'est des territoires sur lesquels on porte pas forcément de gros blousons en permanence. Est-ce que pour toi, les territoires insulaires favorisent l'expression d'un corps plus libre, une forme peut-être d'émancipation du corps qui serait moins corseté par les codes vestimentaires de la ville et plus globalement de la société? Oui, carrément. Alors ici à Yakushima, je sais pas. Mais par exemple, quand je pense à Hawaï ou je pense à la Polynésie française et les Hawaïens avant la colonisation, il y a ce rapport au corps qui est très direct, qui est très beau. Il n'y a pas vraiment de honte autour de l'image du corps, et j'associe ça aussi à une espèce de forme, c'est pas une indolence, mais voilà, le corps qui est beaucoup plus détendu en fait, effectivement. Oui. Et qui sent davantage les éléments aussi, voilà. Je veux dire, à travers la peau, la brise, l'eau, la terre avec la plante des pieds. Une connexion plus directe aux éléments. Beaucoup plus directe. Et voilà, il y a plus en plus de personnes, d'éco-philosophes qui disent que la Terre, c'est notre corps plus large, en fait. Et donc ça, je pense qu'on est beaucoup plus à même de le ressentir. Que l'île favorise ça, oui. Ouais, tout à fait. Leïna, tu écris, pendant plus de 10 ans, les eaux de Hawaï ont été pour moi un sanctuaire, une matrice, un espace de renaissance. Elles ont été témoins aussi de mon premier amour. On peut parler d'amour ou pas, Leïna? Oui, bien sûr. Oui.
Alors, tu as 18 ans, il en a 39, il est champion du monde d'apnée et cette première histoire d'amour est indissociable de l'univers marin. Tu dis, mon amour pour Brett se confond de plus en plus avec mon amour pour la mer. Et tu cites plus loin l'expression de l'auteur Romain Rolland, cette très belle expression, ce sentiment océanique, pour qualifier le lien qui vous unit alors. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'il y a derrière cette expression, sentiment océanique ? Oui, le sentiment océanique, alors je crois que la définition, c'est ce sentiment de reliance à plus vaste que soi, comme la goutte d'eau dans l'océan, mais au-delà de toute affiliation ou appartenance à une religion. C'est vraiment quelque chose à la fois de mystique et d'universel, en fait. Ouais. C'est très beau, ouais, l'impression un peu de ne faire qu'un avec l'univers, quoi. Oui, complètement. Plus tard, ta relation avec le père de vos 2 enfants, photographe, est aussi indissociable de l'univers marin. Oui. Les îles et l'univers aquatique paraissent dans les imaginaires un petit peu un cadre rêvé pour vivre une histoire d'amour. Ça colore comment une histoire d'amour de la vivre dans un univers insulaire et marin ? C'est une bonne question. Je me suis jamais posé la. Peut-être parce que tu n'as connu que ça, Léna. Non. Oui, non, mais c'est vrai. Maintenant que j'y pense, à chaque fois qu'il y a eu, dans presque toutes mes relations, la mer n'était pas loin. Non, dans le cas de Brett et de Jean-Marie, qui sont quand même, je crois les 2 hommes qui, les 2 hommes, en tout cas les plus importants dans ma vie, enfin qui m'ont le plus marqué. On s'est retrouvés à travers cette passion, surtout. Je crois que c'est la mer qui nous a reliés. Et après, les différences ont commencé à fleurir à la surface quand le quotidien a commencé à s'installer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, même quand nos histoires se sont terminées, je crois qu'elle amène toujours un socle. En fait, ce lien qui ne disparaîtra jamais. Et c'est ce que symbolise quelque part l'océan pour chacun, mais tout ce qu'on a pu vivre à travers elle, à travers lui, en lui. Donc oui, je pense que ça a favorisé le côté romantique, tout ça, la dimension du rêve. Oui, donc ça a peut-être précipité un peu les choses, mais c'était un centre d'intérêt commun dans les 2 cas, donc ça vous reliait et ça vous relie aussi encore. Donc c'est ça qui est très beau aussi. Il y a eu des projets créatifs, professionnels et des projets de vie. Enfin, avec Brett, il n'y a pas eu de projet d'enfant, mais avec Jean-Marie. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je suis tombée enceinte, j'étais à Hawaï. Ah, c'est fou ça. Ouais. Et que justement, je crois que l'île crée le berceau favorable. Le berceau, oui. Complètement. Alors c'est une petite question anecdotique. Je pense à une insulaire qui m'expliquait depuis qu'elle est adolescente, elle fait passer le test de l'île à ses amoureux et soit ça colle et l'amoureux est validé, soit c'est ciao, tout simplement. Est-ce que ton lien à l'eau et à la nature pourrait venir s'interposer pour toi dans une histoire d'amour ? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la question pourrait se poser ? Ouais. Oui. Ouais. Oui. En fait, quand on s'est parlé il y a quelques jours, j'étais là, moi, je sais pas, peut-être pas, mais là, oui, clairement. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, en discutant avec une amie récemment, que ma passion, mes engagements, c'est pas que je le fais passer avant le couple, mais c'est tout aussi important, en fait. Je peux pas vivre sans océan. Et voilà, j'ai pas besoin que mon partenaire ait ce même genre de fusion avec l'élément marin, mais que si ça l'intéresse pas du tout, je pense que ça va être compliqué. Vite être compliqué pour lui et pour moi. Sur le couple, tu dis que le couple reste pour toi une entité si mystérieuse, des terres mouvantes. Pour quelqu'un comme moi ayant vécu en semi-réclusion dans l'océan, un couple, l'engagement, la famille, tout cela faisait partie d'une géométrie inconnue. Aujourd'hui, avec peut-être un petit peu de recul, Aïna, quelle est ta vision du couple aujourd'hui ?
Alors tu t'as répondu un peu en partie en me disant que voilà, c'était important, mais tes engagements et ton lien à l'océan l'étaient aussi. Et donc, est-ce qu'il y a un équilibre comme ça que tu commences à dessiner dans ta vie? Non, parce que je suis pas en relation de couple actuellement. C'est Mhm. vraiment la question que je me pose là, maintenant, ces derniers jours. Mhm. À quoi pourrait ressembler une vie en couple pour moi maintenant, avec mes 2 enfants et avec cette forme d'instabilité ou de fluidité géographique où je sais que j'ai envie de me poser quelque part et que ce quelque part est certainement Hawaï et Mhm. qu'en attendant, je bouge énormément. Donc, non, j'ai pas la réponse actuellement, mais je vois quelque chose d'assez libre, pas dans le sens couple libre, Mhm. mais qu'on a, que je n'aurais Dans... pas forcément besoin d'être tout le temps avec ce partenaire, que Mhm. on peut être partagé sur deux lieux géographiques différents, peut-être, mais qu'en tout cas, voilà, une condition sine qua non, c'est que il y ait vraiment cette entente entre les enfants et lui. Ouais, bien sûr. Euh, Cet accompagnement et aussi les mêmes valeurs. Et après, que chacun puisse vraiment respecter l'espace de création et d'épanouissement de l'autre. Parce que j'ai vu Mhm. que ça, j'ai pas été très bonne avec Jean-Marie. C'est Mais qu'il y a eu un moment... c'est Ouais, c'est sûrement pas... pas évident. Non, mais j'entends par là, c'est voilà, tu 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 dis j'ai pas été très bonne, mais en même temps quand on a des jeunes enfants, enfin l'énergie, voilà, c'est pas forcément évident non plus. Non. On est percuté par la maternité et ça peut bousculer aussi à un moment donné pas mal de choses. Exactement. Tu vis On en aujourd'hui à sort grandi, Yakushi. en tout cas. Oui. Tu vis aujourd'hui à Yakushima avec tes 2 enfants, donc de 4 et 9 ans, on l'a dit. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu cette île à nos auditeurs? Parce que je pense que c'est peut-être un endroit qui est un peu méconnu. Est-ce que tu pourrais nous la décrire? Oui, alors Yakushima, c'est une île qui se trouve au sud de la préfecture de Kagoshima. Je crois que beaucoup de personnes connaissent Okinawa, Mhm. les îles vraiment dans le sud, avec un climat très tropical. Donc voilà, pour situer un peu, Yakushima, ça se trouve plus au nord d'Okinawa, donc c'est un climat qui est plus tempéré. Bon là, l'été, il fait 35 degrés aujourd'hui, avec un taux d'humidité record. Mais Yakushima, il y a beaucoup d'Européens, en tout cas d'Occidentaux, qui l'ont découvert pour la première fois à travers le film de Miyazaki, Princesse Mononoke, Mhm. parce que il a été inspiré par cette île pour la création de son œuvre. Je crois que ce qui l'a beaucoup marqué, bon déjà c'est la forêt, enfin les forêts millénaires. Donc c'est des forêts avec des cèdres qui ont certains presque 7000 ans. Ah oui. Et Mhm. c'est splendide. J'ai pas passé beaucoup de temps, mais c'est juste extraordinaire. Et puis, c'est tout petit. Alors, je saurais pas dire la superficie. Tu m'as posé la question la dernière fois, mais en tout Moi, cas, c'est tout. j'ai regardé, c'est une île qui fait au maximum 25 kilomètres de large et 28 kilomètres en long. Et 13 000 D'accord. habitants, voilà, pour que les gens Voilà. se situent un petit peu. Et donc, on a plus de singes et de biches que d'êtres humains. Et quand on arrive, on a vraiment le sentiment de s'inviter dans la nature, vraiment, parce que Mhm. ça reste encore très pristine, très sauvage. Même si c'est très petit, il y a des montagnes, des sommets assez élevés. Donc, et de l'autre côté, il y a la mer. Donc, et entre les deux, il y a tous les cours d'eau. Je crois que Mhm. Yakushima a à peu près 150 cours d'eau, certaines rivières, certains fleuves qui sont encore potables, enfin surtout en amont. Donc, il y a vraiment ce cycle de l'eau qui est extrêmement présent. Euh, et voilà, quand je suis allée me baigner dans la rivière tout à l'heure avant notre échange, et je me glisse dans la rivière et on sent la terre et l'énergie de la forêt qui est vraiment charriée par l'eau. Et puis, quelques kilomètres plus bas, bah, ça s'écoule dans la mer, en fait. Donc, il y a vraiment Mhm. quelque chose de magique là-dedans.
Et oui, parce que, excuse-moi Léna, mais en fait, tu qualifies l'île d'Hawaï d'île de renaissance pour toi, de reconnexion à ton corps. Mais est-ce que Yakushima t'apporte quelque chose de différent dans ton rapport au monde et à ta féminité? Très différent. Ma féminité, je ne sais pas. On en a un peu parlé la dernière fois, mais oui, je te disais que ça avait été une période assez aride dans ma vie au niveau couple, hein, parce que j'étais tellement engagée dans la maternité Bien sûr, et il y ouais. avait aussi la séparation avec le papa, donc j'avais pas vraiment la tête voilà, à ça. Mais par contre, toute cette nature, en fait, qui est tellement présente, qui est tellement sauvage, il y avait une autre forme il y a sensualité, mais il y a aussi un autre mot que je ne trouve pas, mais de ce rapport direct de mon corps avec la nature qui est Mhm. très vivifiant. Ouais, donc ça c'était assez nouveau. Et puis qu'est-ce que m'apporte l'île au-delà de ça? Donc voilà, Hawaï c'est la maison et l'île de la Renaissance. Ici je dirais c'est l'île qui me reconnecte à mes racines. Mhm. Parce que je me sentais pas du tout connectée au Japon, à mon héritage japonais, très étrangement. Mais là, en arrivant ici, c'était de sentir vraiment l'essence animiste de ce pays, quelque chose de très ancien et dont parlent mes amis ici, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés japonais, voilà, qui ont fui les grandes villes suite à ce qui s'est passé à Fukushima, la Fukushima. centrale nucléaire Mhm. de Fukushima. Et donc beaucoup de gens qui ont migré vers le sud et certains qui ont atterri jusqu'à Yakushima en Mhm. recherche d'une De existence nature. beaucoup plus reliée à la nature, beaucoup plus sécurisante aussi, j'imagine, pour leurs enfants. Euh, et donc oui, c'est une communauté aussi assez spirituelle, Mhm. enfin chacun à sa manière. Mais beaucoup qui parlent du peuple Ainu, qui est un peuple indigène japonais, mais pas vraiment parce qu'ils ont été assimilés de manière très violente euh, dans le Japon, forcés par le gouvernement japonais à délaisser leur langue, leur culture, leurs coutumes, leurs rituels. Et maintenant, bien sûr, c'est de nouveau intégré et reconnu par le Japon et célébré, mais il y a une période très violente, un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord. Mais c'était un peuple qui vivait tout au nord du Japon euh, et très en lien au chamanisme, à l'animisme. Et donc il y a beaucoup de Japonais qui se trouvent très attirés par ça, qui essaient de retrouver, je crois, ce lien à la nature. Parce que maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de Japonais qui ont du sang Ainu parce qu'il y a eu comment dire, un mélange qui s'est opéré, et donc ça m'a reliée à ça. Et j'étais Mhm. complètement étrangère à tout cet univers. Et c'est ça qui m'a aussi menée au projet Anima et vraiment de m'interroger sur qu'est-ce que la tradition, parce que la tradition, c'est un mot qui revient tellement au Japon. Bien sûr. La Bah, tradition, je me disais, on, mais qu'est-ce que on- c'est véritablement la tradition? Voilà. On va en parler. J'ai encore une petite question. En fait, c'est vrai que Léina, ton parcours et tes engagements témoignent à la fois d'une sensibilité, d'une intériorité. Enfin, après, c'est ma perception, mais d'un besoin de liberté et de création profond. Pour reprendre l'image de la chambre à soi de Virginia Woolf, qui peut-être Oui, oui, oui. voilà t'es familière. Est-ce que ce lieu à toi pour créer, tu l'as trouvé? Tu as des jeunes enfants encore et on sait en quoi la maternité parfois peut bousculer voilà tout le monde. Mais voilà, quand on a un profond besoin d'intériorité et de création, peut-être davantage encore. Voilà, est-ce que cette chambre à toi tu l'as trouvée? Et oui, et si oui, où est-ce qu'elle se trouve? Mhm. La chambre à moi, clairement, les 2 premières années de ma maternité, j'ai eu l'impression de la perdre complètement Mhm. et donc ça a été très dur, ça m'a vraiment déstabilisée. Je l'ai retrouvée de nouveau, à travers la mer. C'était ces moments d'immersion, de silence, de quiétude. Mais cela dit, la maternité m'a également apporté une forme de structure,
et de rigueur et de Mhm. discipline que j'avais pas du tout avant. Avant, j'étais complètement dilettante. C'était si j'ai pas la bonne musique et enfin, je caricature un peu, mais le bon bâton dansant et que c'est pas le bon timing, je suis pas inspirée. Je vais commencer à écrire, je vais pas terminer. Alors que là, comme j'avais vraiment un temps qui m'était limité, c'était mais que l'inspiration soit là ou pas, je crée, je Mhm. m'y mets et finalement ça fonctionne très bien. Ah, Et donc là encore, oui, je me plains toujours du fait que je manque de temps. Je ne dispose pas assez de temps, que l'inspiration est là, mais que parce que j'écris pas très très rapidement, j'écris assez lentement, mais que finalement, et je crois que mes enfants aussi m'apportent ça, c'est l'énergie de la création. mhm. Et même si les univers que je vais explorer sont très différents des univers que je partage avec eux, parce que bon, si je parle à ma fille des tombeaux de baleines et de d'animisme, bon, ça l'intéresse un peu parce que voilà, elle est gentille avec moi, mais pas tant que ça. Bah, le fait d'être devenue mère, euh, oui, il y a l'énergie de la création, je pense, qui s'est ancrée de manière puissante, enfin en tout cas Mhm. qui s'incarne davantage. Ça m'amène, Léna, au troisième territoire insulaire de ta vie, ce bateau île sur lequel tu embarques pour vos retraites avec les participants que tu accompagnes, dans lesquels tu proposes des cercles de parole, de l'initiation à l'apnée, des rencontres avec les dauphins. Où est-ce que ont lieu ces retraites et que symbolise pour toi ce bateau île? Est-ce que tu peux nous en Mmh. parler? Alors ces retraites, elles se passent en mer Rouge, dans un endroit que on appelle le Sanctuaire Bleu, avec Anne Paris et Marie-Hélène Sulmony, qui sont voilà les co-autrices de notre livre Les Voix de l'eau, mais qui sont surtout de très grandes amies. Elles sont comme des sœurs, Mhm. des marraines. Alors, c'est toute une histoire avec ce sanctuaire parce que pendant des années, je m'étais dit jamais je n'irai dans ce lieu parce que c'est trop touristique et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Hawaï et que j'ai vendu ma compagnie d'écotourisme. Mhm. Et puis la vie a fait que j'étais invitée à un tournage là-bas. C'était pendant la période de Noël, donc il y avait personne. Et je me suis dit, ben, en fait, il y a pas tant de monde que ça. Et donc on a décidé avec mon compagnon à l'époque, donc avec Jean-Marie, de commencer à proposer des voyages. Et là, effectivement, on a réalisé que dans d'autres périodes, il y avait quand même beaucoup de bateaux. Mais voilà, j'ai continué à proposer des retraites là-bas jusqu'à ce qu'un jour j'annonce, voilà, c'est terminé. J'ai tellement reçu de ce lieu, il donne tellement, mais là, par souci de cohérence, je ne vais plus proposer de retraite là-bas. Et donc, c'était les 2 dernières retraites qui étaient planifiées et complètes. Et tout Mhm. à coup, il y a le Covid qui arrive. Et donc, les voyages ne sont pas annulés, mais ils sont reportés. Mhm. Parce que tout le monde voulait y croire et disait, mais quand, voilà, tout ce On avait truc, tous cet espoir. voilà, voilà. Quand tout ça sera derrière nous, ben, on pourra se retrouver là-bas. Et donc pendant 2 ans, ils y ont cru. Et puis finalement, bah, c'était possible tout à coup. Et jusqu'au dernier jour, tout le monde se disait, mais en fait, ça paraît tellement improbable, est-ce qu'on va y arriver? Moi, j'arrivais à Yakushima. Et donc, ça a été ces 2 semaines de grâce. En fait, juste l'émotion de se retrouver déjà en présentiel, Mhm. euh, au cœur de, voilà, entouré d'eau, avec, voilà, de bleu et tous ces dauphins. C'était juste miraculeux. Et tout à coup, on a commencé à avoir des demandes de nouveau et des magazines, enfin par exemple Happiness qui voulait faire un article sur ça. Et puis si c'est bon, bah peut-être qu'on continue. Et donc on a décidé, en tout cas avec Anne et Marie, que on continuait, mais qu'à chaque fois qu'on y retournait, on s'interrogeait sur est-ce que ça nous semble encore juste continuer. Mhm. Mais finalement, au fil du temps, je me suis vraiment attachée à ce lieu. Euh, et je m'y attendais pas parce qu'il y avait une part de moi qui le tenait à distance en disant mais en fait je j'ai pas l'impression d'avoir ma place ici parce que il y a trop de monde et c'est juste pas aligné pour l'écosystème et pour les dauphins et tout ça. Mais
voilà. Mais après, je sais pas si ça manque de cohérence de ma part, mais il y a quelque chose qui continue à m'appeler. Et je crois que c'est quand Anne et Marie ont commencé à ritualiser nos visites là-bas, et vraiment ritualiser ce rapport non seulement au dauphin, mais à l'eau et à la baie. Et que on a pris l'habitude de proposer cette cérémonie toute simple en fin de retraite, où chacun va venir déposer une prière ou des mots, mais quelque chose pour remercier en conscience la baie et d'essayer de donner, pas autant qu'on reçoit, parce que je pense pas que c'est possible, mais en tout cas de conscientiser ça, voilà, un petit peu. Et donc ce bateau, en fait, qui reste ancré dans la baie toute la semaine sans bouger, bah, ça devient ce bateau-île ça devient la maison, c'est le seul repère entre guillemets stable dans cette étendue infinie de bleu, que ce soit le ciel ou la mer, et quelque chose aussi de l'ordre d'un cocon, un espace de renaissance aussi. Le bateau autant que la mer autour. Et puis cette dernière chose, c'est ce bercement, parce que bon, le bateau il est ancré, mais il bouge quand même un peu, donc il y a toujours ce bercement très très léger qui fait auquel notre corps s'habitue en fait. Et ce corps, il est dans ce mouvement subtil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois que ça amène à un lâcher prise peut-être. Un lâcher prise, oui, un état d'être particulier. Cette reliance au monde, Léna, que tu as découverte à travers le dialogue avec les cétacés, tu l'expérimentes aussi à travers l'apnée, d'ailleurs que tu inities, voilà, ces personnes pendant ces retraites à l'apnée. Tu parles de thérapie des profondeurs. Qu'est-ce qui s'opère dans la pratique de l'apnée qui te permet, qui peut nous permettre d'expérimenter ce sentiment océanique, peut-être, si on peut reprendre cette expression, et de rallier ses propres profondeurs. Qu'est-ce qui se passe dans l'apnée à ce niveau-là? Alors, déjà, je vais préciser que, voilà, même si je suis instructrice d'apnée, maintenant, j'enseigne très peu des niveaux. Enfin, je fais plus vraiment passer des niveaux, même si je peux le faire. Donc, ma manière de l'amener, c'est pas du tout une approche classique. Par la performance, pas du tout. Par la performance. Bon, il y a quand même un peu de technique parce que c'est nécessaire, mais ça va beaucoup plus être dans le ressenti intérieur et dans l'accompagnement des personnes, dans davantage de lâcher prise, d'abandon, et de cette reconnexion profonde, non seulement avec l'eau, mais avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que, comme toute chose, c'est un peu la manière dont on l'amène, en fait. Et que j'ai réalisé, c'est drôle, parce que moi, quand je passais mes niveaux et quand je passais mes monitorats, en fait, j'observais rien de ce genre de phénomène, que ça soit chez moi ou chez les autres qui passaient le niveau avec moi. Mais là, tout à coup, je me disais, mais pourquoi je me retrouve avec des personnes qui, tout à coup, remontent à la surface, se mettent à pleurer, ou me disent qu'ils ont revécu la naissance de leur fille au fond de l'eau, ou, enfin, il y avait des trucs assez improbables, en fait, enfin, pas improbables, mais tellement forts, qui m'étaient partagés, et je me disais, mais en fait, j'ai besoin d'accompagner ça davantage, parce que je peux pas juste les laisser là et leur dire, ok, c'est super, replonge, quoi. Donc, et peut-être cette intention inconsciente que je mettais dans, clairement, enfin, à un moment, j'ai commencé à appeler ça des cercles d'apnée. C'était pas des cercles de parole, mais il y avait quelque chose qui se tissait entre les participants et autour de cette petite bouée d'apnée. Et donc voilà, petit à petit, par la force des choses et aussi ce que m'ont appris les participants. Parfois, c'est pas tout le temps, hein, mais il y a des personnes qui me disent, moi, ça me rassure quand on descend les yeux dans les yeux. J'accompagne à chaque fois, à chaque descente, mais voilà, je vais pas m'amuser à aller regarder, enfin, aller plonger dans le regard de l'autre, mais parfois, ça se faisait de manière spontanée, et je voyais que ça les amenait hors de leur mental, et que finalement, dans ces retraites, en présence des dauphins, les participants nagent aussi beaucoup les yeux dans les yeux avec les dauphins, qu'ils retrouvaient un
un bien-être ou une confiance similaire. Bon, voilà, je suis pas un dauphin, mais le fait d'être plongé dans le regard de l'autre et de descendre ensemble, ça menait dans un autre espace, voilà, qui permet de connecter davantage à ce sentiment océanique ou Tout à fait. Et puis tu as cette expression, l'apnée, c'est la méditation sans tricher. L'eau devient un miroir implacable. Peut-être également cette envie d'être plongé dans ton regard, ça leur permet peut-être de se déconnecter de pensées d'angoisse, parce qu'on peut imaginer que quand on est connecté à son monde intérieur qui peut-être est un peu angoissé ou anxieux, on a cette envie d'aller respirer, et peut-être que c'est une façon aussi d'aller dans un état un peu méditatif qui favorise en fait tout simplement la pratique. Oui, 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 carrément. Et après, ce que je dis aussi, c'est que en fait, l'être humain a cette nature aquatique. Il a des aptitudes naturelles pour l'apnée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon, je ne vais pas rentrer dans les explications scientifiques, mais voilà, il y a ce réflexe qu'on appelle le réflexe d'immersion chez le mammifère, qu'on a en commun avec les phoques, les cétacés. Ils sont des réflexes qui se déclenchent automatiquement dans notre corps quand on se trouve en immersion. Mmh. Et donc, je dis à tout le monde que notre corps a cette intelligence, en fait. Il sait faire ces choses-là. Après, ce qui va venir entraver, c'est le mental. Ouais. Et c'est nos peurs. Et c'est OK, c'est complètement naturel. Et c'est génial que tout ça remonte à la surface. Et on est là pour les accompagner, les accueillir et les transformer ensemble sous l'eau. Mais que voilà, il y a des seuils à franchir pour certaines personnes. Voilà, comme dans ce passage dans le livre où Jean-Charles parle du seuil d'angoisse, où tout à coup à 10 mètres, voilà, c'est la fin de sa vie. Oui, ce passage est vraiment super intéressant. Voilà, dans ce qu'il arrive à dépasser, hein, vraiment. Oui. Et puis cette joie infinie qu'il a quand il arrive à dépasser ce seuil qu'il pensait inaccessible, en fait. C'est très, très beau. Ouais. Au-delà de ces ateliers, Leïna, tu es engagée en tant qu'activiste. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure dans la sensibilisation de la cause des cétacés, victimes de la chasse dirigée contre les dauphins et l'industrie de la captivité. Tu as fondé le projet Anima. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs en quoi ça consiste ? Oui, alors déjà le choix du nom du projet Anima, c'est la racine latine pour anima, l'animisme, donc ça veut dire l'âme, donc ça fait écho à l'animisme japonais, mais aussi cette envie, en fait, pour donner un peu de contexte, le Japon, c'est l'un des pays au monde qui a le plus de delphinariums. Et moi, ça m'a vraiment surprise quand j'ai appris ça, parce que c'est un tout petit pays. Et je dirais que on doit avoir 10 ans de retard ici par rapport à tout ce qui est conscience animale, bien-être animal et tout ça. Par exemple, en Europe, aux États-Unis, il y a aussi des documentaires. Il y a le documentaire The Cove qui a vraiment mis la lumière sur ce qui se passait au Japon en termes de la chasse aux dauphins. Oui, la baie de la honte, je crois en français. La baie de la honte, voilà, qui a été vue partout sauf au Japon. Après, il y a eu ce documentaire Blackfish qui parlait des orques en captivité. Et là, je crois que ça a vraiment élevé la conscience par rapport à la souffrance et à l'absurdité d'avoir ces animaux dans ces bassins. Et je crois que de nouveau, très peu de personnes l'ont vu au Japon. Donc, ici, je dirais la plupart des personnes qui aiment les dauphins iront au delphinarium. Voilà, ils vont emmener leur famille, leurs enfants au delphinarium. Donc, il y a vraiment ce regard très étriqué, très fragmenté sur ce dauphin. En fait, il voit juste le dauphin sauter, faire des cabrioles, il a un sourire sur le visage, il est content. Et personne ne s'interroge sur la provenance du dauphin, voilà, de ce qu'il peut ressentir. Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il avait des amis? Enfin, donc... Et ça, juste, Leïna, c'est parce qu'en fait, il y a quand même une prise de conscience chez nous, peut-être davantage. Est-ce que vraiment au Japon, c'est plus
cette vision, elle est moins éclairée à ton sens? Parce que bon, même Oui, s'il y a encore des delphinariums chez nous et des centres aquatiques, il y a quand même voilà aujourd'hui un regard un peu négatif porté sur ces endroits-là. oui. Ah C'est non, pas le non, mais cas il y a forcément au Japon. conscience totale. Ok. Et je m'en suis rendu compte juste au fil de conversation avec des amis ici, qui sont quand même, comme je te disais tout à l'heure, une communauté qui est très dans le lien avec la nature, dans l'agriculture régénérative, qui organise des retraites. Mhm. Déjà, ils avaient jamais entendu parler de la chasse aux dauphins. Eh oui. Et de deux, Mhm. voilà, des personnes qui venaient à mes retraites, parce qu'ils aimaient les dauphins, me disaient, voilà, c'était super ta retraite, et puis on avait envie de rester dans cette énergie-là, donc on est allé en famille au delphinarium. Je sais, pardon. Et donc, Oh, au début, mince. je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi? Et il me disait, et en fait, j'ai réalisé vraiment que il y avait pas du tout, De il y avait très peu conscience de ouais. conscience. Ouais. Et donc au début, j'ai réalisé qu'il y avait quand même du jugement en moi, Mhm. et cette part de moi qui avait envie de, voilà, l'activiste qui dit, allez, voilà, c'est le nouveau combat. Et finalement, j'ai réalisé que c'était complètement inefficace et que ça me ressemblait pas du tout aussi, mais que la culture ici, c'est aux antipodes, par exemple, de la France, où dès qu'il y a quelque chose qui nous embête un tout petit peu, on va pas hésiter de le dire haut et fort et Mhm. de descendre dans les rues. Ici, pas du tout. Il y a un proverbe au Japon qui dit si un clou qui dépasse, on le remet en place avec le marteau. Voilà, donc ça explique un peu. Et ça change beaucoup, mais on sent qu'il y a quand même cette réserve qui a été héritée, voilà, de toute cette histoire en fait et des générations passées, où même si ils ont des avis, où ils vont pas oser le verbaliser, ils Mhm. vont pas oser acter sur leurs convictions. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, comment je pourrais sensibiliser sans que ça traumatise tout le monde? Parce que quand je commençais à en parler, je voyais qu'il y avait un silence extrêmement gêné, qu'il y avait la culpabilité, la tristesse, plein de choses, mais que ça les enfermait dans une forme de... ils étaient complètement... ils se sentaient complètement incapables, en fait, de faire quoi que ce Mhm. soit. Euh, Impuissant, ouais. Impuissant, voilà, il y avait vraiment cette forme d'impuissance. Et aussi ce souci de, mais si on proteste contre ça, est-ce que ça ne va pas affecter négativement les pêcheurs? Voilà, on Eh sentait oui, qu'il y ce avait vraiment cette souci. force du collectif, ouais. Mhm. Alors comment tu as réussi à manœuvrer, le terme est pas joli, mais du coup, comment tu as réussi à dépasser un petit peu, à sublimer justement ton engagement activiste dans ce que tu fais aujourd'hui pour dénoncer peut-être de façon métaphorique cette chasse des dauphins? C'était vraiment au fil des rencontres et justement on en revient à l'animisme et de ce qu'est la tradition. Et vraiment, enfin, j'ai pas vraiment fait des recherches très exhaustives, mais d'essayer de comprendre, voilà, le Japon est quand même beaucoup dans les rituels, dans cette révérence par rapport à la nature, qui est toujours très présente dans le quotidien. Il y a beaucoup de temples, que ce soit des temples bouddhistes et shinto, qui prêchent quand même la non-violence, et aussi le respect des règnes de la nature, et aussi de reconnaître la vie, le sacré en toute chose, que ce soit une pierre ou une feuille ou une montagne ou une rivière. Je me disais, c'est quand même particulier parce que si on parle de tradition, c'est vraiment ça la tradition. Au fond, c'est cette posture par rapport à la vie sur lequel a été fondé le Japon. Mhm. Enfin, quand vraiment on remonte le temps. Et donc de jouer sur cet argument-là et de se dire, mais voilà, on dit que la chasse aux dauphins, c'est la tradition, que la chasse aux baleines, c'est la tradition. Et peut-être que certes, à un moment donné dans l'histoire, c'était effectivement la tradition, mais euh, comment est-ce que c'était réalisé? Et quel était le lien justement à la vie
à la vie, et il est passé où ce lien sacré? Et donc, au lieu de dénoncer, je me suis dit, déjà, est-ce qu'on pourrait pas créer une cérémonie de deuil, tout simplement de reconnaître, en fait, le départ prématuré de ces vies, et que déjà que les gens sachent que ça se passe. Parce que c'est déjà ça le problème, c'est que les gens ne savent pas. Et donc, il y a eu cette idée de ces bateaux de prière. En fait, j'avais entendu parler d'une autre femme d'origine japonaise, mais qui est américaine, une activiste qui s'appelle Peggy Oki, qui avait créé ces rideaux d'origami de baleine. Et donc, c'était pour dénoncer la chasse à la baleine, mais que en fait, ils avaient suspendu dans une très, très grande salle d'exposition plein d'origami de baleines. Et c'était le nombre à chaque fois, chaque année, de baleines qui avaient été tuées, pour que les gens qui rentrent dans la salle puissent avoir une perception très directe, en fait, du volume et du volume. Voilà. Parce que on peut dire, il y a 500 dauphins qui ont été tués, les gens disent c'est horrible, mais ça reste quand même assez abstrait. Et donc, j'ai demandé à des volontaires du Japon entier, enfin ceux qui le souhaitaient, de tresser des bateaux en matière organique, des fleurs et des feuilles, et que chaque bateau allait représenter une vie et une prière. Et j'ai dit, on va aller dans cette baie où les dauphins sont tués, donc après la saison de chasse, et on va faire flotter ces bateaux pour symboliser le retour de ces âmes à la mer. Et donc, ça a commencé comme ça. Il y a une très belle vidéo, sur ton site, que je mettrai pour les auditeurs, pour qu'ils puissent se figurer vraiment ce très très beau rituel que tu as mis en place. Et donc ça paraît un acte très petit et très dérisoire finalement, mais finalement ça prend assez bien parce que mine de rien, ça touche les personnes en fait, et parce qu'ils sont touchés, ils ont envie de participer, et après c'est quelque chose d'assez ludique qu'on peut réaliser en famille. Donc il y a de plus en plus d'enfants qui tissent, et donc c'est un support de conversation aussi, d'ouvrir le dialogue et de parler de tous ces sujets qui sont tabous, difficiles ou déprimants. Mais comme ça passe par un acte qui est beau. C'est une jolie façon de transmettre aussi. Voilà, exactement. Puis tu as un projet aussi, alors peut-être beaucoup plus complexe, mais de création d'un sanctuaire pour les dauphins vieillissants, peut-être des lieux, des delphinariums par exemple. Ça, j'imagine que c'est un projet plus lourd certainement, qui va nécessiter des besoins financiers. Oui. Oui, c'est pour la création d'un centre de réhabilitation pour les dauphins sortant du circuit de la captivité. Et donc, voilà, pour l'instant, on a décidé de se concentrer sur les dauphins, entre guillemets, pas en retraite, mais voilà, soit des dauphins malades, soit physiquement ou psychiquement, ou ceux qui n'arrivent juste pas à s'adapter à la vie en captivité. Enfin, je mesure... comment dire, je parle de manière détachée, mais ça continue à me toucher beaucoup. Et puis après, ceux qui, quelque part, ceux qui sont trop vieux et qui, entre guillemets, ne servent plus à rien au delphinarium, je pense qu'au début, ça va être beaucoup plus simple d'ouvrir le dialogue avec les propriétaires de dauphins ou les delphinariums, de dire, on prend ces dauphins-là et on va s'en occuper, plutôt que de négocier des dauphins qui leur apportent de l'argent. Je crois que ça va vraiment être un travail de longue haleine, de vraiment beaucoup de dialogue justement avec ces acteurs d'une industrie qu'au début qui m'horripilait complètement, mais à un moment j'ai réalisé que si je restais dans cette posture il n'y avait pas de dialogue possible. Qu'on allait arriver nulle part, et que finalement l'idée c'est d'éveiller même si c'est pas esprits, parfait, qu'on puisse commencer à avancer. Voilà. L'idée de femme gardienne de la nature, d'écoféminisme, est-ce que ce sont des notions qui te parlent ou pas du tout? Gardienne de la nature, oui. Écoféminisme, je saurais pas te dire parce que je connais pas la définition exacte. Mais
Mais j'essaie de sortir de plus en plus de cette notion de voilà, c'est un combat ou une mission de vie, que ces énergies-là s'adoucissent de plus en plus en moi. C'est plus dans ce truc de se dire, voilà, qu'est-ce qui me met en joie et comment je peux mettre cette joie et cet amour que j'ai pour le vivant où qu'il se trouve, au service de et que ça reste quelque chose, voilà, que ces combats en fait peuvent être vécus dans la paix et la joie, en dans, fait. dans la joie. Ouais. Je sais pas, oui, dans la paix, dans l'idéal, oui. Bon, après, voilà, comme il y a des confrontations, c'est pas toujours évident, mais dans cette forme de, ouais, dans la joie. Oui, mais enfin, c'est intéressant parce que De pas s'oublier. oui, c'est ça. Et qu'il n'y ait pas cette notion de sacrifice, C'est en ça. fait. De se dire, voilà, je vais me sacrifier au nom de la terre. J'y crois plus trop. Mais c'est intéressant Ouais. parce que t'as vraiment cette forme d'engagement dans un activisme joyeux, parce que ça peut vite, l'activisme, on sait que ça peut vite être très prenant et très, comment dire, voilà, enfin ça ne se vit pas toujours dans la joie, et je crois que tu as vraiment une sensibilité par rapport à ça. Et puis ça me fait penser également à cette citation, enfin à cette phrase de ton amie biologiste marine Abigail Alling qui dit: la planète n'a pas besoin d'être sauvée, elle a seulement besoin d'être aimée. Et en fait, bon, qu'on soit homme ou femme, on est capable de ça. Mais c'est vrai que bon, peut-être ce côté maternel de mère qui veille un petit peu sur, ça renvoie peut-être davantage à l'image du féminin. Oui, c'est ça. Il me reste 2 questions, Leïna. Toutes les grandes étapes de ta vie de femme sont reliées à l'eau. Ton adolescence, ta découverte de l'amour, tes maternités, tes amitiés aussi, parce qu'on n'a pas parlé de sororité, mais on sent vraiment que les femmes sont importantes dans ta vie. Alors l'océan comme mère, amie, sœur, thérapeute, lieu de mémoire, d'engagement et de transmission. Est-ce que tu penses que l'eau a encore des secrets à te livrer? Ah oui, oui, carrément. En fait, à travers la parution de ce livre où justement je suis invitée à m'exprimer là-dessus, en fait, il y a une part de moi qui me sent pas du tout légitime de parler de l'eau parce qu'il y a tellement de recherches passionnantes. Je pense notamment à une néo-zélandaise qui s'appelle Veda Austin. Voilà, on pourra mettre ça dans les notes. Ouais. Qui parle vraiment de autant la mémoire de l'eau, enfin qui a consacré tout un pan de sa vie à l'eau et dit l'eau c'est qu'est-ce qu'elle dit? Bref, Elle dit, je crois, nous sommes des corps aquatiques. Moi, ce qui m'avait marqué dans ton livre sur les propos de Veda Austin, c'était sa vision du couple que je trouvais super belle et très intéressante, qui rejoignait. Alors, du coup, je ne sais pas si je pense que c'est pas forcément ce à quoi tu faisais référence. Ah non, en fait, ça, je crois qu'il y a juste une phrase de Veda Austin et après le reste, c'est moi qui ai écrit ça sur le couple. Oui. Et après, je pense par exemple à Azul Tomé, qui est une tisseuse d'eau, qui est aussi vraiment une gardienne de la nature, de la terre. Voilà, et qui fait tout un travail avec les rivières. Et elle a passé beaucoup de temps, quelques mois au Liban et à Beyrouth, parce qu'elle se sentait fort affectée par la situation là-bas à Gaza et à Rafah, parce qu'elle a des liens là-bas, mais elle était vraiment à l'écoute de la rivière Beyrouth et des rituels qu'elle proposait avec la communauté. Donc voilà, moi je me sens vraiment tout au début. Voilà, mais aussi parce que tu es dans les débuts de ta vie aussi, et donc je pense qu'elle va venir t'accompagner tout au long dans les étapes de ta vie de femme, et certainement t'apporter d'autres choses à chaque étape. Oui. On le sent. Pour terminer, Leïna, si les îles d'Hawaï et Yakushima étaient des femmes, quel genre de femme ce serait? Ah oui. Alors les îles d'Hawaï, je vois la déesse hawaïenne Pélé et sa sœur, alors je vais essayer de pas me tromper, mais Hi'iaka, je crois qu'elle s'appelle. Et donc Pélé, c'est la déesse du volcan. C'est un peu comme la déesse Kali hawaïenne. Donc la déesse du volcan vient détruire tout avec ses champs de lave, mais c'est aussi la déesse de la création parce que l'île d'Hawaï continue à grandir de chaque
chaque année de quelques centimètres, il me semble, parce que de la nouvelle Terre est créée par ce volcan actif. Et puis après, il y a son pendant Hiaka, donc sa sœur, qui est la déesse, je crois, la fertilité, de la nature. En tout cas, elle est associée à une fleur dont j'ai oublié le nom. Et en fait, c'est toujours cette danse entre Pélé et Hiaka, parce que Hiaka va venir ramener la vie, les endroits où Pélé a laissé couler son feu. Donc, je vois ces deux femmes. Et après, il y a Kushima, il y a Emma, qu'on voit dans les vidéos du projet Anima. Oui. Emma, c'est cette chanteuse. Pour moi, elle est complètement chamane, mais elle dira jamais qu'elle est chamane. Danseuse aussi, on la voit danser. Elle est danseuse. Oui, c'est magnifique. Elle danse divinement magnifique. Bien. Oui. Vraiment inspiration autant hawaïenne que aïnou que japonaise. Et elle me rappelle cette beauté, cette puissance brute de cette femme qui est juste reliée aux éléments, à la nature, à l'écoute des ancêtres. Elle est pas tout le temps pieds nus, mais chaque fois que je l'imagine, elle est pieds nus dans une robe bleue indigo, en train de tresser quelque chose ou à chanter. Donc voilà ce qui me vient. Bon, pareil, je mettrai le lien vers la vidéo parce qu'en effet, elle m'a marqué beaucoup aussi. Donc merci de l'avoir citée. Merci infiniment, Leïna, pour ta sensibilité, pour ton travail. Je rappelle le nom de ton très beau livre coécrit avec Anne Paris et Marie-Hélène Sulmoni, Les Voix de l'eau, qui est paru chez Mama Édition, que je recommande vivement. Et voilà, je mettrai sur le site de Fragile Porquerolles tous les liens vers les références qu'on a pu citer ensemble et vers ton projet Anima, voilà, pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Je te remercie infiniment, Leïna. Merci Ingrid, c'était un moment délicieux. Merci à Leïna pour sa lumineuse présence et son engagement au service des cétacés et du vivant. Vous trouverez les nombreuses références citées dans les notes de l'épisode. Pour découvrir les portraits des femmes interrogées dans cette série Archipel, rendez-vous sur le site fragileporquerolles.com ou sur le compte Instagram de Fragile Porquerolles. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours super plaisir de vous lire. On se retrouve très vite.